Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier, je suis ravi de vous recevoir ce soir pour cette 4e émission de Science en conscience. J'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes Marie Fabre-Grenet, qui est pédiatre et qui est le porte-parole du collectif pour une santé pédiatrique. Et ce soir, on va parler d'un sujet extrêmement important et d'actualité également. Il s'agit de l'injection anti-Covid chez les enfants, pour ne pas dire la vaccination anti-Covid chez les enfants. Tout simplement, ce terme de vaccination est très souvent censuré sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, où vous nous suivez. Et du coup, on parle donc d'injection dans le titre, injection anti-Covid. Il s'agit bien donc de vaccin anti-Covid. Donc, pour commencer, je vais simplement vous présenter rapidement un article sur le site de Réinfo Covid. Hop, que vous devriez voir ici. Donc, il date il a été mis quand? Je crois que c'est le 25 mai. Ah oui, le 24 mai, c'est ça. Donc, il dit, bon, il est très cash. Donc, c'est du gros spoil, là, ce soir. Je spoil complètement l'émission. Donc, le titre, c'est « Les enfants ne doivent pas être vaccinés contre la Covid-19 ». C'est un article qui a été écrit à l'origine par plusieurs médecins et qui est une traduction donc, du document original en anglais. C'est paru dans The Epoch Times. Et donc, on a donc une argumentation écrite sur la question de la vaccination anti-Covid chez les enfants. Et ça va être le sujet de l'émission de ce soir. On va donc bientôt commencer avec Marie Fabre-Grenet. Et je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct, plutôt à la fin de l'émission, pour qu'on puisse répondre tranquillement aux questions pendant 5-10 minutes. Voilà. Donc, voilà pour l'article. Pour info, vous le retrouvez sur le site réinfocovid.fr. Vous allez ensuite dans « Se réinformer », article scientifique. Voilà. Ensuite, vous allez sur « Enfants ». Vous voyez, c'est classé par catégorie. Et là, c'est celui-ci, donc, les enfants ne doivent pas être vaccinés contre la Covid-19. Voilà. Et vous avez de quoi lire pendant, voilà, 5 minutes à peu près, c'est pas hyper long. Et puis, il y a les références en bas et des descriptions donc, des auteurs de l'article qui a été traduit de l'anglais. Voilà pour cette introduction. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Marie Fabre-Grenet. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Tu vas bien? Très bien, merci. Ça va très bien. Donc, on a un gros sujet là, celui de la vaccination chez les enfants. Donc, je rappelle que tu es pédiatre. Et donc, tu as l'habitude depuis un certain nombre d'années de travailler avec les enfants directement. Et tu es aussi porte-parole du collectif pour une santé pédiatrique qui travaille un peu main dans la main avec Réinfo Covid. C'est bien ça? Complètement. En fait, on a été parmi les premiers à travailler dans le cadre de Réinfo Covid. Dès décembre, on est plusieurs pédiatres et soignants autour de l'enfance, psychologues, orthophonistes. On se posait énormément de questions et on était très interpellés. Un, parce qu'on observait. Deux, parce que la politique sanitaire, et ça a vraiment commencé, nous, avec l'obligation du port du masque chez les enfants à partir de 6 ans. Et on a commencé à se poser des questions et on a commencé donc, dès le mois de décembre à réfléchir et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester à rien faire, qu'on était tous experts de l'enfance. Moi, personnellement, je suis donc médecin, directeur d'un CAMS, mais je suis spécialisée en neurodéveloppement. C'est vraiment ce qui me passionne je fais ça depuis 30 ans parce que c'est comment se construit le petit homme, c'est juste extraordinaire, incroyable. Enfin, moi, ça me fait frétiller les neurones, on pourrait dire. Et donc, j'ai fait un DEA de neuropsychologie dont le sujet était la reconnaissance du visage chez le nouveau-né. Ah oui, là, c'est un gros Voilà. sujet là pour le coup. Mon sujet de DEA de neuropsychologie était reconnaissance du visage de la mère à 48 heures de vie. Et donc, tout ce que je savais, notamment qu'un bébé est câblé, mais vraiment câblé, pour repérer dès qu'il ouvre les yeux, c'est-à-dire la première chose qu'il va chercher dans l'environnement à voir, puisqu'il n'y a rien à voir in utero, c'est quand même un visage primate avec 2 yeux, un nez, une bouche, dans le bon sens, parce que si on fait des cibles et qu'on met les yeux à un autre endroit, le nez, la bouche, qu'on a la même quantité de contraste noir et blanc, mais qu'on a le puzzle dans tous les sens, il n'y a que le faciès primate, 2 yeux, un nez, une bouche, que le bébé suit plus longtemps et plus loin, dès les premières minutes de vie. Donc, je me suis dit, les mamans qui accouchent avec un masque et les bébés qui sont entourés d'adultes masqués, il y a un truc qui ne va pas.
Et donc, ça a commencé, on était plusieurs. Après, on a des orthophonistes. On sait très bien que les bébés, ils sont obligés ils ont des neurones miroirs qui sont pour imiter les mimiques. Donc, un bébé, il voit une bouche et il refait la bouche. Et donc, vous faites ben, il va finir par le faire au bout de quelques minutes, donc dans les premiers mois. Vous lui tirez la langue, au bout de quelques minutes, il va tirer la langue aussi parce qu'il il est câblé pour nous imiter, pour reproduire les mimiques et sortir des sons et donc apprendre à parler. Et puis le bébé, il a besoin de voir le visage dans son intégralité pour décoder les émotions. Et ça, c'est tout un apprentissage pour devenir tout ce qui est la relation, tout ce qui est la communication. Et ça se fait pendant la première année et la deuxième année, qui sont les 2 années les plus cruciales dans le développement cérébral, hein. C'est-à-dire que c'est un foisonnement permanent de connexions qui se mettent en place, d'apprentissage, de mise en relation, de cause, effet, j'entends, j'associe. Et donc, on s'est posé la question de ces enfants qui sont à la crèche à partir du 2e mois et qui passent peut-être toute la journée, de 8h à 18h, dans le pire des cas, mais parfois moins, mais quand même, avec des adultes masqués, bah, qu'est-ce que ça va donner sur les apprentissages? Donc, on a commencé à réfléchir. Et on s'est dit que, en fait, tout le monde, je crois vraiment que dans cette situation complètement folle qu'on vit depuis 1 an et demi, tout le monde a envie de bien faire. Mais en fait, tout le monde a peur, tout le monde croit bien faire et il n'est pas question de culpabiliser les parents ou les soignants ou autre chose. C'est juste on s'est dit, on va rappeler le vrai, le juste, le bon, de quoi a besoin d'un petit homme pour se construire. Et on a écrit le manifeste pour les enfants. Donc, on a écrit à plusieurs voix, hein. On était 4 ou 5 pédiatres au départ, et puis orthophonistes, puéricultrices, enfin bon, toutes ces personnes qui sont dans le champ de la petite enfance. On a des psychologues, des personnes extraordinaires. Et moi qui ai l'habitude de travailler en équipe, on est plus intelligent collectivement que tout seul. Et puis, je crois on s'est tous un peu sauvés aussi parce qu'on finissait par devenir fous à se dire, mais c'est pas logique, il y a un truc qui va pas. Et du coup, le fait de pas être seul à penser ça, on se dit, bon, bah, ça va, je perds pas la boule. Et puis, on a commencé à réfléchir et ça a été le génie de Réinfo Covid aussi, c'est de tous se retrouver. Et on est taxé d'antivax, de complotistes et tout. C'est absolument faux. On est juste des scientifiques qui avons, à un moment donné, qui nous sommes dit, on va réfléchir, on va faire de la biblio, on va étudier et on va essayer d'aller retrouver la vérité dans une science qui avance, hein. Parce qu'on est quand même dans une situation, il y a un peu plus d'1 an, en mars, quand ça nous est tombé dessus, on savait rien, on connaissait rien, on comprenait rien. Mais depuis, on a appris, la science avance à toute vitesse. Moi, j'ai carrément le sentiment d'avoir repris des études et d'être beaucoup plus compétente en infectiologie, en vaccinologie, en tout, parce qu'on s'est dit on peut pas rester les bras ballants. Donc, on a repris les études quelque part, totalement bénévolement, mais on s'est dit il faut comprendre, quoi. Et ce qui nous faisait peur au début, ou ce qui nous dérangeait, ce qui nous interloquait, qui pouvait vraiment nous faire même bugger, hein, parce qu'on était un peu sidérés, et ben finalement, maintenant, on n'a plus peur, hein. Et j'aime bien la devise de Réinfo Covid, qui est de transformer la colère en courage et la peur en sagesse, ou l'inverse. Enfin, mais en tout cas, voilà, devenir sage et courageux, et surtout poser et essayer juste de trouver le vrai dans quelque chose qui est une situation quand même assez inédite, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et on continue. Donc voilà, donc on a écrit pour les masques en soutien des collectifs de parents qui se sont levés contre le masque chez leurs gamins. Et donc on relaye, on soutient, on argumente scientifiquement, hein. Il n'est pas question de dire des choses qui ne seraient pas scientifiques non plus, parce que ça ne serait pas rendre service aux gens, et puis on n'est pas là pour les tromper non plus. On est juste là pour poser les bonnes questions, pour essayer de trouver des réponses et puis pour avancer et voilà, et dire le vrai, ou enfin essayer de remettre un peu de bon sens quelque part. C'est Voilà. ça. Revenir du bon sens à de la science et puis réussir à faire le tri dans toutes les infos, parce que science, ça ne veut pas dire que tout est juste dans ce qui sort dans la littérature scientifique. Il y a énormément de mauvaise science, de propagande, et ça demande un travail assez important de tri, hein, dans toutes ces infos. C'est pas du tout simple, hein. Ça a été très très compliqué, et la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même très nombreux et qu'on a des chercheurs, on a des maîtres de conférences à l'hôpital, on a des chargés de cours, on a des médecins libéraux, on a des libéraux paramédicaux, et tous ces gens-là, franchement, c'est pas des farfelus, hein, c'est vraiment des personnes qui passent les soirs. On en est à 2, 3, 4 fois par semaine. Moi, j'en suis à 4 fois par semaine, 2 heures de Zoom, dont des cours, voilà, et on avance et on donne de notre personne, si on veut, Ouais. en tout cas de notre
temps parce que c'est pas possible de pas comprendre ce qui se passe et puis de pas dire le vrai. Après, ben oui, la science, on a quand même appris des choses. Quand vous avez vu ce fameux Lancet Gate, c'est-à-dire cette étude de ce type qui a pipoté une étude pour flinguer l'hydroxychloroquine, et qui était finalement financé par un laboratoire et même le Lancet, qui est quand même, pour moi, c'était, enfin pour nous tous, le Lancet, La référence. ouais, on a atteint un degré de crédibilité scientifique. Et tout d'un coup, on se retrouve avec le Lancet qui présente des excuses en disant, ben voilà, on a publié trop vite, on n'a pas vérifié, il y avait des conflits d'intérêts et c'était complètement faux. Et là, on se dit, le problème, c'est que ça décrédibilise tout. Parce qu'on se dit, bah, peut-être que pour les autres aussi. Donc, Ok. Donc revenons du coup au sujet de ce soir, donc la vaccination chez les enfants, parce que on en parle de plus en plus. Enfin, je vois le gouvernement qui parle de déjà autoriser les plus de 12 ans, il me semble, les 12-18 ans, à avoir accès au vaccin prochainement, et puis carrément ensuite à abaisser l'âge. Et puis on nous parle aussi de d'essais cliniques actuellement sur les petits, dès 6 mois, c'est bien ça? Des 6 mois, aux 3 ans, États-Unis, etc. il y a Moderna qui a commencé une étude à partir de 6 mois à 17 ans. Mm. Euh, c'est terrifiant. C'est Mm. terrifiant. C'est terrifiant parce que on a un peu le sentiment qu'il y a un rouleau compresseur et qu'on est dans un entonnoir et qu'on nous pousse et qu'on nous pousse et on a beau dire mais attendez, les vaccins sont encore en cours d'essai clinique, ils n'ont que des autorisations temporaires de mise sur le marché conditionnelles. Donc, on n'a aucun recul sur les effets à moyen et à long terme. Donc, on commence à voir, parce qu'en fait, on est en train, ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est quand même, on a la science qui avance et sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la plus grande et la plus étendue essai clinique qui ne s'est jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore en phase 3 des vaccins. Hein, si on prend la peine d'aller se taper les fastidieux dossiers d'autorisation de mise sur le marché temporaire, d'autorisation temporaire d'utilisation donc au niveau de l'Europe, hein, c'est disponible, tout le monde peut les trouver, sauf qu'il faut évidemment les lire et savoir les lire, et que c'est pas ce qu'il y a de plus fun à lire, hein, de plus drôle. Mais par contre, c'est écrit noir sur blanc que donc je crois bien, si je ne me trompe pas, mais le vaccin Moderna, c'est fin 2022, que les essais cliniques sont finis, Pfizer début 2023, AstraZeneca et Janssen, je crois que c'est dans ces mêmes eaux-là, parce que tout bêtement, un médicament, on ne peut pas avoir d'essais de recul sur les effets secondaires à moyen et long terme quand on a un an de recul, à peu près. Hein. Donc c'est juste normal et c'est juste pas, enfin voilà, c'est pas étonnant. Mais ne pas avoir de recul sur les effets à moyen et à long terme, quand on va injecter ça à des personnes qui sont à risque, où on a pesé la balance bénéfice-risque entre mourir du Covid, de faire une forme très très grave chez les adultes, et avoir des effets secondaires qu'on ne connaît pas forcément encore. Enfin, on connaît maintenant les effets à court terme, et il y en a quand même pas mal, hein, puisqu'il y a quand même eu des controverses, et le vaccin, notamment le vaccin AstraZeneca, il y a certains pays qui n'en veulent plus, et il a été suspendu pendant un moment. Enfin, et injecter ça de façon massive à des enfants qui sont des êtres en développement, où on sait, et alors ça, je peux vraiment en parler, c'est que tout événement qui arrive au cours du développement de l'enfant peut très bien ne pas avoir un impact à un moment donné, mais en avoir à long terme, parce que c'est un peu comme un mur qu'on construit, hein, et si vous mettez une brique pas très droite au début du mur, au début ça se voit pas, à la fin le mur il est tordu. Et en fait, on peut avoir des effets à long terme sur des structures qui sont en cours de se mettre en place et de se construire. Et donc, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose, mais on a de sérieuses questions. Et a-t-on le droit de faire courir ces risques-là à des enfants? Bah, c'est la bonne question. Quand tu dis long terme, ça veut dire combien d'années? Bah, combien d'années? J'en sais rien, mais par exemple, comment dire, si une personne développe une maladie auto-immune à la suite d'un vaccin, alors c'est pas tout le monde qui va développer une maladie, enfin, il faut vraiment toujours pondérer, la majorité des personnes ne développeront rien parce qu'elles n'ont pas le code génétique et dont la prédisposition à faire des maladies auto-immunes. Mais une personne qui a le code génétique et qui est prédisposée à faire une maladie auto-immune, une vaccination peut tout à fait la faire rentrer dans une maladie qu'ils n'auraient peut-être jamais fait ou qu'ils auraient fait plus tard suite à une grippe, par exemple, parce qu'une grippe, c'est quelque chose de très violent qui peut déclencher ça aussi, ou un choc psychologique ou autre chose. Mais entre être potentiellement à risque de faire quelque chose
puis finalement peut-être ne pas le faire parce qu'on a une vie très saine ou qu'on n'a pas les événements qui le font survenir. Et le déclencher, il faut quand même réfléchir. Après, on pourra revenir sur chaque vaccin et les questions qu'ils posent, qui sont des questions qui sont publiques, puisqu'elles sont dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché, sur les questions qui ont été soulevées et balayées peut-être un petit peu rapidement aussi, sur les vaccins ARN messagers. Voilà. En fait, je pense que c'est... moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'aimerais pas être un gouvernement, parce qu'actuellement, effectivement, quoi que vous fassiez, vous allez vous faire critiquer. Il y a des pressions énormes, qu'il y a certainement énormément d'argent en jeu, vers quoi on va, énormément de panique, une panique qui est sciemment entretenue par les médias et par cette espèce de scansion depuis l'année dernière. Au début, c'était tous les soirs, il y avait le croque-mort qui venait nous dire le nombre de morts qu'il y avait. Plutôt que de dire, écoutez, on a, en fait, on sait maintenant, le taux de mortalité, c'est 0,50 et quelques % de mortalité chez les personnes infectées. Au lieu de vous dire, il y a 95% des personnes qui s'en sortent, on vous dit, il y a 99,5% des gens qui s'en sortent. Non, il y a 0,05% de personnes, 0,5% de personnes qui meurent parmi les personnes infectées. Mais quand on vous sort, quand il y a des millions de personnes qui chopent le virus parce qu'il est nouveau et qu'on est naïf immunitairement et que tout le monde peut l'attraper, évidemment, ça fait beaucoup de personnes. Mais si on rapporte au nombre de personnes infectées, ça ne fait pas tant que ça. Et puis, après, il y a le masque. Et puis, donc, on a imposé le masque. Et puis c'était plutôt que de dire aux personnes, on va mettre en place un système médical qui va être capable de vous prendre en charge. On va dire, écoutez, il n'y a pas assez de place en réa et donc il faut que vous portiez le masque. Et si vous ne portez pas le masque, vous serez responsable de la pandémie, des gens du voisin que vous avez peut-être contaminés. Et puis les petits vont tuer leurs grands-parents en plus. Ah, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il me semble que les adultes, on est là pour protéger les plus petits. Moi, si j'ai fait pédiatrie, c'est pour sauver les innocents, entre guillemets, pour permettre à cette page blanche qui est un bébé qui arrive sur Terre de grandir dans les meilleures conditions possibles et de santé et puis même psychologique. C'est-à-dire un enfant, il est dans une famille, il est dans une société, il a des parents, il est en interaction permanente. Et on a des petits bouts là qui viennent de naître ou qui sont tout petits, qui sont dans des endroits où tout le monde est masqué, tout le monde a peur, tout le monde est tendu, et où on va leur dire par une pub télé, attention, si tu fais un bisou à ta grand-mère, peut-être qu'elle partira en réa et qu'elle sera morte à cause de toi. Ce qui est en plus une aberration, parce que maintenant on sait, il y a quand même plein d'études. Il y a une étude en Chine. Les Chinois, ils ont quand même eu une épidémie tellement massive qu'ils ont fait des études. Il y a plein d'études qui commencent à sortir qui montrent que en fait, même l'OMS dit qu'une personne asymptomatique est quasiment pas contaminante. Et la majorité des enfants ne font rien, ou vont peut-être avoir le virus, mais ne pas être contaminants et être complètement asymptomatiques et contaminants parce que déjà immunitairement, ils n'ont pas le même système immunitaire que nous, ils n'ont pas les récepteurs qui fixent la protéine SPAC qui est la protéine d'adhésion du virus. Mais en plus, il y a eu quelques enfants. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui ont fait le Covid, mais en tout cas, c'était des formes légères. Il y a eu très, très peu de morts chez les moins de 29 ans, mais chez les tout petits à peine, et des enfants avec des comorbidités, c'est-à-dire des cancers ou des leucémies ou des choses comme ça. Donc, il y a quelques enfants qui font des Covid longs, c'est-à-dire cette espèce de fatigue chronique, mais qui est vraisemblablement liée à d'autres choses. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre question. Mais c'est infime comparé aux adultes. Et tout d'un coup, on va mettre la charge de protéger les personnes âgées sur les enfants, alors que c'est à nous, les adultes, de leur ficher la paix, de les protéger, de les laisser vivre, de se construire de façon optimale. Et c'est à nous de les protéger, c'est pas à eux de protéger les adultes. Enfin, il y a une espèce d'inversion perverse de la dialectique qui est quand même terrifiante. Et puis, cette perversion, elle était vraiment généralisée. Enfin, elle est toujours là, mais ça touche tout. C'est totalement pervers. C'est tellement, enfin vraiment, c'est un mécanisme alors qui s'est perverti tout seul. Mais c'est être à l'école et être terrifié, être obligé de faire tomber un stylo sur son bureau pour aller respirer sous le bureau. Avec maintenant des instituts qui, une fois qu'elles ont entendu ça, elles disent on interdit de ramasser les crayons. Mais on est dans quel monde encore
On est dans quel Personnellement, monde? c'est ce qui m'a fait quitter la France, hein. Moi, je suis en Estonie parce que je voulais pas que mes filles souffrent de la maltraitance de l'éducation nationale en France. Donc, je suis allé dans un pays où il n'y a pas cette maltraitance et j'en suis très content. Bah oui, c'est des pays chouettes, les pays baltes. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Et je recevais aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, il y a une ancienne journaliste qui a écrit une lettre ouverte en disant, nous, les personnes âgées, nous refusons d'être l'argument qui va faire qu'on va vacciner les enfants. Foutons-leur la paix. Nous, on ne nous a pas donné notre avis. Nous, on préfère être tranquille dans notre petite vie et prendre les mesures suffisantes et nécessaires pour nous protéger et ne surtout pas porter la charge sur nos enfants. Et j'ai trouvé ça très sain et salutaire et ça m'a fait du bien, quoi. Parce que c'est un prétexte, quoi. Après, donc la vaccination, donc, déjà, on est en essai clinique pour les adultes, donc on apprend tous les jours. Moi, je connais plein de gens qui se posent la question de la vaccination, mais surtout parce qu'ils en ont marre. On les a tellement... Enfin, ils vivent une vie tellement pénible avec des interdictions, le masque, tout ça, qu'ils disent, ah, tant pis, je prends le risque, mais qu'on en finisse. Moi, il y en a une qui m'a dit, mais qu'on en finisse comme si j'allais à l'abattoir. Et là, je me fais, non, mais c'est... Enfin, voilà, il faut se vacciner pour les bonnes raisons. Il faut se vacciner parce que c'est Olivier Véran je pense que c'était en février ou en mars, je ne sais plus. J'étais dans ma voiture en allant bosser et qui dit avec une grande justesse et une grande sagesse, nous proposerons la vaccination aux populations quand nous aurons la certitude que les vaccins sont efficaces et sûrs. J'ai dit, waouh, il n'a pas oublié qu'il était médecin, super, bravo, j'adhère complètement. Le soir même, je crois que c'était les grandes voix un grand débat de journalistes et de chroniqueurs très très en vue sur Europe 1 ou sur RTL, je ne sais plus, sur une radio à grande écoute. Oui, un ministre n'a pas le droit de dire ça, il doit dire vacciner, vous ne vous rendez pas compte, on est en retard. Et là, on était à la course à qui vaccinera le plus. Et je me suis dit, la médecine, elle est où là? Voilà. On a fait vraiment une grande pièce de théâtre. C'est presque un chef-d'œuvre tellement c'est bien organisé, c'est tout ça. Moi, quand je vois ça, je tombe des nues en permanence. Ouais, c'est extraordinairement bien fait, en tout cas. Mm. Parce que toutes les personnes qui disaient, bon, bah, moi, je vais attendre les autres vaccins ou ces vaccins-là, bah, quand on aura fini les essais cliniques, on n'est pas à une année près. Mais en fait, la campagne de médiatisation et de manipulation, hein, on va dire quand même, en tout cas très très bien faite de convaincre. En tout cas, elle est excellente parce qu'elle a marché. Hein. Les gens sont prêts à se ruer sur le vaccin. Quoi. Alors, la différence avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas... c'est pas eux qui décident en général. Bah non. Donc, je ne sais même pas comment ça fonctionne en termes de consentement libre et éclairé, parce qu'il me semble que les produits médicaux, quand on présente un produit médical à une personne, sauf en situation d'urgence absolue, elle doit pouvoir donner son consentement libre et éclairé. C'est bien ça? Bah oui, oui, tout à fait. Et le consentement libre et éclairé, je me demande où il est actuellement, hein, parce qu'en fait, même pour les adultes, hein, bien sûr, bien sûr. Les personnes se font vacciner, je dis, mais est-ce que tu sais? Ah, il y a un petit bug là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le bug. C'est un peu bloqué. Ah, ça y est. On ne doit pas faire de publicité pour les dispositifs et médicaments et vaccins qui sont sous AMM conditionnel. Et on doit prévenir les personnes. Voilà. Donc, du coup, je pense que cette campagne elle est tellement bien faite que les gens sont persuadés que ce sont des vaccins comme les autres. Et donc, ok, il y a des effets secondaires, puis il y a toujours des effets secondaires plus ou moins avec les vaccins. Il y en a qui ça fait rien, il y en a qui ont mal, qui ont de la fièvre. Mais ils croient qu'on est dans une situation normale avec des produits normaux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on connaît des effets secondaires des vaccins chez les enfants ou chez les jeunes de moins de 18 ans, disons? Alors, chez les jeunes, alors ça vient à peine de commencer. Hein. Les États-Unis ont commencé les essais cliniques en mars, je crois. Et ils commencent à vacciner. Il y a un article qui est en préprint et qui vient de sortir dans Pediatrics, qui est quand même l'équivalent du Lancet mais en pédiatrie, où en fait, donc, il reporte 7 cas de myocardite aiguë chez des adolescents, garçons, après la deuxième injection, dans les 15 jours qui suivent la deuxième injection du vaccin. Tu peux rappeler ce que c'est la myocardite? C'est une inflammation du muscle du cœur. Donc, ça génère quoi comme symptôme ou comme trouble?
des douleurs thoraciques. Après, ça se voit à l'échographie, ça se voit, mais ça peut donner des problèmes cardiaques. Hein. Et donc, c'est très très rare. Ça a pu survenir après certains vaccins, mais lesquels? Alors là, je ne saurais pas trop te dire, mais je crois qu'après certains vaccins de la grippe, mais c'est des effets secondaires rarissimes. Or là, quand même, lors d'un essai clinique, tu en as 7. Donc, la conclusion des auteurs, c'est de dire, ceux qui veulent le titre, je l'ai dans le diaporama que je t'ai donné. Ouais, on peut partager du coup peut-être. Oui, alors attends. C'est lui là. Voilà, tu peux le mettre, mais c'est pas la diapo qui apparaît, c'est l'autre. Hein. D'accord, alors je partage un truc et tu peux changer. Là, c'est celle d'avant. Ça, c'est par rapport, ça, c'est taux de mortalité. Donc, chez les personnes infectées, on voit que chez les enfants, c'est. Voilà, chez les moins de 20 ans, c'est 0,001% de mortalité chez les personnes infectées. Et chez les personnes de plus de 80 ans, c'est 8%. Donc, quand on a moins de 50 ans, on va dire, on est à 0,0 quelque chose, voire 0,0 quelque chose. Donc, on n'est clairement pas à risque. Et donc, si tu peux le changer ou pas ou y a Ah non, c'est toi qui change. C'est toi qui change la diapo. Moi, je ne contrôle pas ça. Et donc, voilà, le fameux article de pédiatrique, c'est celui-là. Donc, tu l'as? Ouais. Ouais, voilà. Donc, myocardite aiguë chez 7 adolescents à la suite du vaccin Pfizer-BioNTech. Sur combien? Tu te souviens du nombre de personnes, d'adolescents qui étaient dans le test? Faut que je jette un œil, mais écoute, non, je ne sais plus, mais il faudrait que je l'ai sous le nez. Je dois l'avoir sous le nez quelque part. Mais je crois que c'était sur un petit millier de personnes. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme. Ah, ça paraît énorme pour le coup. Ouais, ok. D'autant plus que ce qui est intéressant, ce qu'ils disent donc, c'est que le lien, évidemment, ne peut pas être fait parce que ça peut arriver de faire une myocardite, mais c'est tellement rare, mais que ça mérite d'être exploré, de le déclarer comme effet secondaire et que donc aux États-Unis, à la FDA, donc la Food and Drug Administration, et les VAERS, qui est le Vaccine Adverse Event Reporting System. Donc nous, en France, on a aussi un pharmacovigilance. Ouais, de pharmacovigilance. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense que tu peux enlever le partage. Là, c'est fait. Voilà, mais moi, il faudrait que je le sorte. Voilà, et je ne sais même plus où je suis d'ailleurs. C'est que on sait que moins de 10% des effets secondaires sont remontés. Donc, en fait, quand on te dit qu'il y a tant d'effets secondaires, en fait, tu peux multiplier minimum par 10 voire par 100. Alors, il me semble que on avait fait une vidéo, la première vidéo que j'avais faite pour Science en Conscience, c'était avec Vincent Ruliquet sur les effets secondaires de la grippe pour regarder quand la pharmacovigilance était active ou passive. Et il me semble qu'il y avait un facteur de 400. Il me semble que c'était ça qu'il avait dit. Là, c'est 100. Minimum 100. C'est-à-dire qu'en fait, en effet secondaire des vaccins, là, je dois l'avoir sous le nez. Tac, tac, tac. Et ben en fait, on sait qu'on en a que qu'il y a que 10% des effets secondaires qui sont remontés. Et là, tu te dis, bon, il y a eu 8000 morts, par exemple, en France, suite au vaccin, enfin, en tout cas, reconnus. Mais si tu multiplies par 10%, enfin voilà, par 10, ouais. Parce que, et en fait, on a tous, donc, parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est tous mis en réseau et qu'on travaille beaucoup ensemble et qu'on croise les expériences et donc, et que beaucoup de médecins généralistes disent qu'ils ont des patients qui sont allés se faire vacciner dans des vaccinodromes. Parce qu'en fait, ce qui est complètement fou, c'est que normalement, c'est un acte médical. Donc, c'est un médecin qui doit te prescrire un vaccin, qui doit t'examiner, qui lui, enfin, ça doit être ton médecin traitant qui connaît tes pathologies, tes allergies, tes antécédents et qui dit pour toi c'est bien ça ou ça. Et en fait là, on a des gens qui spontanément vont dans des vaccinodromes, on leur fait signer vite un papier de consentement à la vaccination de décharge, sans les informer réellement des risques encourus, même s'ils sont moindres, mais en tout cas on doit les informer. On leur dit même pas qu'il y a une AMM conditionnelle. Et après, ils retournent chez leur médecin et avec des effets secondaires ou pas. Et c'est très compliqué de déclarer un effet secondaire parce qu'en fait, il faut avoir le numéro de lot du vaccin, tout ça. Alors ça reste, ça reste inaccessible au médecin généraliste qui, lui, a son patient avec son effet secondaire.
sur les bras. Et donc, c'est quand même pas, voilà, on va dire, la transparence n'est pas évidente, on va dire. Et puis, voilà. Et par rapport aux effets secondaires qu'on a pu observer, donc chez les adolescents, tu parlais de myocardite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont remontées, qui sont inquiétantes? Il y a quand même eu ces 2 cas d'étudiants, un à Nantes et une à Toulouse, qui, après les injections, sont morts par coagulopathie, quoi. Donc des jeunes adultes. Des jeunes adultes qui étaient en pleine forme, sportifs et tout. Alors, vraisemblablement qu'il y avait, parce c'est pareil, hein, on est en train de devenir quand même beaucoup plus, d'augmenter notre degré de connaissance. Et donc, il y a des études qui sortent là actuellement du Salk Institute, qui est quand même un des plus grands centres de recherche aux États-Unis, et qui en fait essaye de comprendre pourquoi il y a des personnes qui font des formes graves et pourquoi il n'y en avait pas. Et donc, ils ont démontré que c'était la fameuse protéine spike qui était responsable des signes cliniques et des accidents graves, et qu'on fait un accident grave, on fait une forme grave, que si on a des récepteurs particuliers. Donc, pas tout le monde les a, ces récepteurs. Mais et les personnes à risque, personnes âgées, personnes hypertendues, personnes obèses, ont plus de risque d'avoir, parce qu'ils sont porteurs de ces récepteurs, mais pas que. Et les personnes qui, vraisemblablement, ces 2 jeunes, devaient avoir une prédisposition particulière, sauf qu'on ne le sait pas. C'est pas écrit sur votre tête quand vous êtes jeune et en pleine forme. Et du coup, c'est le vaccin qui a déclenché ça, parce qu'ils avaient les récepteurs sur lesquels s'est fixée la protéine spike, et qui a déclenché l'orage immunitaire et puis la thrombose. Voilà. Et moi, ce qui me dérange avec les 4 vaccins que nous avons à notre disposition, c'est que justement, parce que c'était certainement plus facile à mettre en place et plus rapide que des vaccins classiques qui demandent beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué sur le plan industriel à fabriquer, à tester. Et donc là, c'était assez facile de faire avec les vaccins ARN. Hein. Donc on a la technologie et on met le code génétique pour faire fabriquer la protéine spike à l'intérieur de nos cellules par le mARN. Et donc ça, c'est un processus qui peut être absolument génial, parce qu'en fait, on a quelque part une structure et il suffit de changer la cassette, et on devrait pouvoir faire des vaccins pour plein de choses. Sauf que là, on a choisi Spike, et malheureusement, on vient de comprendre que Spike est la responsable des problèmes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des tantements d'accidents post-vaccinaux, même si c'est un nombre infime, il y en a quand même beaucoup trop. Et c'est un nombre infime qui est largement supérieur à ce qu'on a d'habitude avec les vaccins plus classiques, c'est ça aussi? Oui, je lisais un article qui disait que c'était quand même, ces 4 vaccins sont les vaccins qui ont le plus d'effets secondaires depuis très 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 longtemps. Mais du coup, et pour les vaccins à virus recombinés, donc virus qu'on appelle OGM, c'est-à-dire c'est des virus inoffensifs sur lesquels on a greffé le code génétique pour qu'il fabrique aussi la protéine spike, mais à l'intérieur, donc on injecte ce virus qui va dans nos cellules, qui va fabriquer la protéine spike. Donc de toute façon, à la fin, que ce soit pour Pfizer et Moderna, qui sont des vaccins à mARN, ou les 2 autres vaccins qu'on a à notre disposition, qui sont AstraZeneca et Janssen, on va se retrouver à fabriquer avoir de la protéine spike à l'intérieur. Donc, comme on a quand même plein de points d'interrogation, moi je me dis, les enfants, ils sont peu contaminants, peu malades, peu contaminés. Clairement, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas en faveur de vacciner les enfants et de prendre des risques, alors qu'ils risquent vraiment pas grand-chose, en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de bénéfices chez les enfants, on voit que des risques, voilà. c'est ça. Et c'est la Société française de pédiatrie, qui est quand même notre organe scientifique, et puis qui représente la pédiatre, et qui, depuis le début, dit que la Covid n'est clairement pas une maladie pédiatrique. Et primum non nocere, qui est quand même la première chose du serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire, et informer. Donc voilà, ça, on a oublié d'informer, que les patients aient un consentement éclairé. D'abord, ne pas nuire, mais surtout le principe de précaution. C'est-à-dire je trouve qu'on s'assoit un peu rapidement dessus, en tout cas pour les enfants. Je crois que pour les adultes, avec des adultes informés qui prennent ou pas le risque, pourquoi pas. Avec des personnes à risque, vraiment très très à risque, les protéger, les vacciner, c'est une démarche qui peut se comprendre. Avec des enfants qui sont clairement pas à risque, et sous le prétexte de vaccination altruiste,
C'est-à-dire qu'en fait, d'obtenir les fameux 80% de la population qui va être vaccinée, qui est un chiffre qui vient de nous sortir du chapeau. Oui, c'est ça, il repose sur rien du tout, ce chiffre. Ça repose pas sur grand-chose, parce que, c'est impossible à atteindre. Deux, vacciner en pleine épidémie, avec des virus qui mutent à toute vitesse, c'est prendre le risque de faire muter des virus et de faire émerger des variants. Donc, je ne suis pas convaincue qu'on ait intérêt à vacciner tant que ça en période d'épidémie. On vaccine pour protéger les personnes à risque. C'est un raisonnement qui se conçoit tout à fait. On vaccine tout venant pour empêcher la circulation virale. Déjà, c'est faux, puisque les personnes vaccinées peuvent développer des formes de coronavirus. Ça ne protège pas contre tous les variants. Et le nombre de médecins qui font remonter que dans des EHPAD qui étaient exempts, qui n'ont jamais eu de coronavirus, qui ont vraiment été protégés, isolés pendant toute la période du premier et du deuxième confinement. Donc, il n'y a pas eu un cas de Covid dans les EHPAD. On vaccine et 15 jours, 3 semaines après, il y a une épidémie de Covid. On a eu ça dans un monastère en Vendée aussi, où il y a plein de prêtres qui sont tombés comme des mouches. Oui, on a des... C'est horrible d'ailleurs. Mais on a toutes les semaines où on a des Zooms de médecins où on partage nos expériences cliniques. Des médecins qui disent, mais ils ont été vaccinés parce que voilà, c'est des personnes âgées supposées à risque et tout, et hop, on a des épisodes, une épidémie dans les 15 jours qui suivent. Donc, ça pose question. C'est plus juste anecdotique. Quand c'est un cas, on dit ok, c'est peut-être juste un cas isolé. Quand on a plein, ça commence à poser des questions quand même. Ouais, ça pose des questions. Ça pose des questions. Alors après, est-ce que c'est parce que quand on vient d'être vacciné, on a une immunité qui est un peu ébranlée et qu'on du coup on résiste pas parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'anticorps et qu'on chope le premier virus qui passe? Est-ce que c'est parce que en fait il y a des variants qui arrivent et qu'on n'est pas immunisé contre les variants parce que la protéine spike elle mute avec les variants, Donc, ou est-ce qu'on vaccine des personnes qui sont porteuses asymptomatiques du virus et que ce virus, au contact de la vaccination, mute et du coup évolue parce que il s'adapte, parce qu'il n'a pas intérêt à disparaître dans sa logique à lui. Il va falloir tirer ça au clair, mais en attendant, clairement, d'ailleurs, les personnes, vous avez eu ce monsieur âgé de 80 ans là, qui a attaqué le Conseil d'État en disant écoutez, je suis complètement vacciné, je veux continuer, je veux recommencer à vivre. Et il a été clairement répondu qu'il fallait qu'il continue à porter le masque, puisque on pouvait tout à fait transmettre le virus. La seule chose qu'on sait avec les vaccins, enfin, qu'on suppose avec les vaccins en tout cas, c'est qu'il y aurait moins de formes graves, mais pas que ça n'arrête pas la transmission virale. Donc, on se demande un peu, vacciner des enfants. Le masque non plus ne sert pas, mais bon, c'est un autre sujet. C'est pas grave. Mais vacciner des enfants pour pas qu'ils contaminent, alors que si on est vacciné, on peut contaminer quand même. C'est juste qu'une protection pour soi-même. Enfin, il y a une logique qui m'échappe. Et il n'y a pas aussi une question sur un des composants de certains vaccins, donc ces fameuses nanoparticules lipidiques. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Est-ce que c'était utilisé avant dans d'autres vaccins déjà, ou est-ce que c'est nouveau? Non, je crois, non, c'est la première fois. Après, donc la nanoparticule lipidique, c'est parce qu'elles adhèrent à nos cellules qui elles-mêmes sont une couronne, enfin la membrane cellulaire, donc, et ça permet de fondre. Donc la question qu'on se pose, c'est ce qui permet, parce qu'en fait, si vous injectez de l'ARN, il disparaît tout de suite, il est détruit. C'est une molécule qui est très 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 fragile. Qui est d'ailleurs un argument qui était dit au début, c'est-à-dire on injecte l'ARN, il va vous faire du spike, mais il va disparaître tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura aucune possibilité que cet ARN se recombine avec votre génome. On peut revenir dessus après. Mais donc ces particules nanolipidiques n'ont jamais été utilisées chez l'homme et du coup sont là pour servir de véhicule et jusqu'à la cellule. Et donc, on sait aussi que ces nanoparticules, elles peuvent passer dans la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire aller jusqu'au cerveau, et les neurones sont très lipidiques. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire ça au niveau cérébral? J'en sais rien. Moi, je me pose... Chez un petit en construction, avec un cerveau qui est en train de grossir très très vite. Ouais, qui est en train de se connecter à toute vitesse et avec des neurones, parce que ce qu'on sait aussi, bon, ça c'est un petit chapitre, mais ça a à voir, c'est qu'on comprend de mieux en mieux les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire comment ça se fait que
des enfants et donc des futurs adultes vont développer des troubles du neurodéveloppement, comme tout ce qu'on appelle les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, mais aussi quelque part ce qu'on pourrait appeler une dyslexie de la communication, qui est l'autisme. Et puis les déficiences intellectuelles, et puis les troubles de l'attention, des choses comme ça. Mais en fait, on a appris récemment, et ça c'est juste tellement passionnant, c'est on peut avoir des gènes de neurosusceptibilité, c'est-à-dire avoir cette susceptibilité de développer ces troubles, mais on a aussi des gènes de neuroprotection qui empêchent ces gènes de neurosusceptibilité de s'exprimer. Et on sait que dans l'environnement, et notamment pendant toute la vie fœtale et pendant les premiers mois, certaines molécules, certains événements vont interférer, c'est de l'épigénétique, c'est-à-dire c'est qui est autour de la génétique, qui va faire que la génétique s'exprime ou ne s'exprime pas, vont permettre à ces troubles de s'exprimer, soit en faisant exprimer donc, ce gène de neurosusceptibilité, soit en réprimant le gène de neuroprotection. En attendant, on sait qu'il y a des molécules qui jouent un rôle très certain, qui augmentent les facteurs de risque. Donc après, si vous n'avez pas cette neurosusceptibilité, vous ne ferez rien. Mais si, et donc, il y a plein de médicaments, l'alcool, in utero par exemple, certains antiépileptiques qui ont été très incriminés, certaines infections vont jouer un rôle. Et on peut se poser la question de ces nanoparticules lipidiques qui véhiculent quoi et comment et où ça va aller. En fait, on n'a pas la réponse, on a juste des questions. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre ce risque-là? J'en sais rien. Est-ce que quand on vaccine les femmes enceintes, c'est la même chose? Les vacciner avec ces nanoparticules lipidiques, qu'est-ce que ça va potentiellement ça peut? Ça ne veut pas dire que ça va. Mais on a des questions. Est-ce qu'on a le droit de faire courir ce risque-là à un fœtus qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère, et puis un petit bout qui sort du ventre de sa mère et qui est dans la phase la plus rapide de croissance de son développement? J'en sais rien. Mais en attendant, vacciner les enfants, moi je dis attention. Et je ne sais pas si c'est exactement ton domaine, pardon, mais vous avez sorti récemment une lettre ouverte à nos consoeurs et confrères médecins de l'enfant, qui date du 2 juin, il me semble. Et vous parlez aussi de cette possible immunité croisée entre la protéine spike et la syncytine, une protéine d'adhésion nécessaire à la placentation, donc à la création d'un fœtus, quoi, au tout début, disons, au fait qu'il puisse se développer son placenta. On en sait un peu plus là-dessus. Est-ce qu'il y a un risque? Alors, c'est que dans les expérimentations chez les rats, il y avait une augmentation des pertes implantatoires, c'est-à-dire qu'il y avait plus de fausses couches chez les rats gestantes, chez qui on a testé les vaccins. Ce qu'on sait, il y a cette histoire où en fait, parce qu'au début on a dit oh là là, vaccin génétique, mais alors on va modifier le génome. Et la réponse a été mais non, l'ARN ne remonte jamais à l'ADN. Effectivement, dans des conditions normales, oui. Mais il y a certains virus qui s'appellent des rétrovirus, qui sont des virus comme le virus du sida, mais pas que. Il y a des petits virus qui donnent des rhumes, qui sont des spumavirus dont on peut être porteur. Donc, qu'est-ce qu'un rétrovirus? C'est un virus qui est appelé rétrovirus parce qu'en fait, il fait produire des enzymes qui s'appellent la transcriptase inverse ou rétrotranscriptase, qui justement permet à l'ARN de remonter dans l'ADN. C'est le seul cas possible. Donc, c'est un cas théorique, ça ne veut pas dire que ça va se produire, ça ne veut pas dire qu'on est infecté par des rétrovirus. Mais en attendant, si on est infecté par un rétrovirus, qu'on ne sait pas, il y a une possibilité théorique que ça se fasse. Donc déjà que voilà. Et dans notre génome, nous avons des séquences qui viennent de virus qui ont été introduits dans notre génome il y a fort longtemps, 140 millions d'années, je crois bien. Et donc notamment une protéine qui est fondamentale dans la fécondation, cette fameuse syncytine. Okay. Or, c'est une protéine d'adhésion, comme la protéine spike, et c'est Michael Yerdon, qui est l'ancien directeur de la recherche chez Pfizer, quand même, c'est pas n'importe qui a sorti une tribune qui a été très vite censurée, mais où il disait attention, il y a cette possibilité théorique d'immunisation croisée entre la spike et la syncytine parce qu'elles ont des séquences communes et qu'il ne faudrait quand même pas en s'immunisant contre spike, les personnes s'immunisent contre leur propre syncytine et se retrouvent avec des difficultés à amener une grossesse à bout. C'est théorique, c'est pas. Enfin, on le saura dans. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, mais c'est une question qui est posée. Et c'est à partir du moment où on se pose cette question-là,
Moi, enfin, ça c'est mon point de vue, mais si on a notre reproduction derrière, bon, on risque pas grand-chose. Ok. Mais voilà, on risque pas grand-chose. Par contre, vacciner des personnes non à risque et prendre ce risque, si infime soit-il, j'ai 3 filles hein, qui ont entre 23 et 31 ans, et je leur ai interdit de se vacciner avec ces vaccins-là. Je leur ai dit, attendez d'autres vaccins qui posent pas les mêmes questions. Et puis donc, on vient de découvrir que c'est la protéine spike qui est la responsable quand même des signes, des formes graves. Donc, on a des vaccins qui sont en cours d'autorisation. Il y a des vaccins qui vont arriver, qui posent moins de questions et qui seront certainement plus... Parce qu'en plus, Spike mutant, on est obligé de faire des rappels. Donc, même si ça marchait, s'il n'y avait pas de questions, des vaccins qui vont être un peu plus généralistes, hein, moins axés, je vais dire parler anglais, mais moins axés sur cette protéine Spike, peut-être que ça sera vraiment intéressant. Ok, bon. On rappelle toujours quand même que les enfants sont pas contaminés, pas contaminants, qui sont pas à risque, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait courir des risques. En tout cas, la balance bénéfice-risque, elle peut se discuter chez des personnes à risque, chez des personnes d'un certain âge. Chez un enfant, clairement, elle n'est pas en faveur du vaccin. Et le vaccin altruiste, moi je suis désolée, mais on peut être altruiste entre adultes, mais faire porter l'altruisme aux enfants, ça c'est vraiment tordu. Bon, je vais me faire des ennemis. Mais, il n'y en a pas trop hein, dans les commentaires. On va d'ailleurs laisser la place aux questions dans quelques secondes. C'est vrai que moi je me dis, il y a un moment donné, vous savez, il y en a qui me disent, il y a des mamans un jour lors d'une manifestation où j'étais allée juste faire un petit discours qui me disent merci. Il y a un type qui m'a arrêté en me disant merci de vous lever et merci de vous exposer. Et je me suis dit, ah bon, mais je m'expose, mais je suis en danger. Et en fait, je me suis dit, mais je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne disais pas, si je ne me levais pas. Et on n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là pour être en guerre, on est juste là pour dire, mais attention, on est des avocats des enfants. Et moi, je sais que ça m'empêche de dormir, franchement. Ok, bon bah merci pour ça. Je vais essayer de voir s'il y a des questions spécifiques aux enfants. Je vois énormément de commentaires passer. Il y a du monde hein, qui nous suit. Hein. Il y a presque 3000 personnes là qui suivent ce direct. Donc bon, j'ai pas vu énormément de questions par rapport aux enfants, surtout des gens qui disent surtout pas les enfants, faut pas y toucher. Donc bon, ça va dans le sens de ce qu'on dit, hein, plutôt méfiance que confiance. C'est un peu compliqué de faire confiance à des produits expérimentaux comme ça, sur lesquels on n'a aucun recul et qui sont bombardés par les médias en permanence. C'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un journaliste digne de ce nom qui soit allé chercher les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et qui les lise. Et après, il les lit, s'il ne comprend pas, il demande à un médecin mais lambda et de lui expliquer. Et qu'il fasse son boulot de médecin, qu'il ne soit pas celui de dire vacciner, vacciner, parce que sinon, il faut en finir. On n'est pas à 6 mois près. C'est sûr que ça serait plus facile de dire on se fait vacciner, et puis voilà. Enfin, moi, perso, j'ai une passion pour les concerts de musique. S'il faut que j'aille me faire tester chaque fois que je vais aller dans un concert de musique, franchement, ça va me pourrir la vie. Mais c'est... Mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Alors, on a tous reçu une lettre du Conseil de l'Ordre nous disant qu'on devait être exemplaire et montrer l'exemple et nous vacciner. Et vacciner, évidemment. Donc ça, c'est un exemple. Selon le Conseil de l'Ordre des médecins, donc c'est un exemple. Oui, les médecins doivent se faire vacciner et montrer l'exemple. Et on doit, peut-être, mais avec les autres, pas avec ceux-là, en tout cas pas pour moi, même si je pense que je ne suis absolument pas à risque vu mon immunité en béton et voilà. Mais et donc, je pense que si on n'est pas à risque de faire un problème avec le virus sauvage, on ne fera pas de risque, on ne fera pas forcément des accidents avec la vaccination, mais tout de même. Voilà. Il y a une question de Fred Martin qui dit « Mon fils a déclaré une maladie auto-immune à la suite d'un vaccin à 2 ans. Encourt-il des risques supplémentaires avec ces vaccins ARN ?» Merci. Je ne suis pas immunologiste, mais toute maladie auto-immune flambe avec une agression immunitaire. Donc, avec un gros stress, après un vaccin, après une grippe. Donc, un vaccin, c'est une agression immunitaire. Et en attendant, c'est évident. On n'en parle plus, mais vous savez qu'il y a du polyéthylène glycol comme excipient dans les vaccins. C'est quand même une des protéines, pas une protéine, n'importe quoi, une des molécules les plus allergisantes. Donc, on a tous vu passer, nous les médecins, une lettre de
l'agence de la santé en nous disant fournissez-vous, équipez-vous en adrénaline les centres de vaccination au cas où il y a des chocs anaphylactiques à la vaccination. Donc tous les centres de vaccination, toutes les personnes qui vaccinent ont des ampoules d'adrénaline au cas où vous feriez un choc, parce qu'on n'en a plus entendu parler, mais en attendant anaphylactique au vaccin. Donc c'est toujours une histoire de bénéfice. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un enfant à risque? Quel âge il a maintenant? Et voilà. Mais effectivement, les vaccins peuvent déclencher. Ça ne fabrique pas une maladie auto-immune. Mais si vous en avez une, et si vous avez le code génétique pour en faire une, ça peut être un des modes d'entrée dans la pathologie. Ok. J'ai une autre question aussi de Johanna Mikou. Comment faire dans le cas de parents séparés où l'un ne veut pas vacciner ses enfants et l'autre veut le faire en urgence pour partir en vacances? Ah bah ça, c'est la question. C'est sacré. Bah, le problème, c'est que partir en vacances, on peut très bien partir avec des tests salivaires, voilà, et des tests PCR. Hein. J'ai écouté, vous voyez, l'information tordue hier aux infos. L'Espagne ouvre ses portes aux personnes vaccinées. Donc, vous entendez conclusion. Si je ne suis pas vaccinée, je ne peux pas aller en Espagne. Pour les autres personnes, un simple test antigénique, c'est-à-dire même pas PCR, est nécessaire. Donc, pourquoi vous dire que l'Espagne ouvre ses portes, que vous soyez vacciné ou que vous ayez un test antigénique négatif? Et donc, la seule chose après, un parent peut s'opposer. Hein. Parce que, alors, le jour où les vaccins auront une autorisation définitive de mise sur le marché, ça c'est autre chose. Mais tant qu'on est en expérimentation clinique, je ne vois pas comment on peut imposer ça et ça peut même être opposable. Ça paraît compliqué de rendre obligatoire un produit médical qui n'est même pas avec une AMM définitive. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Ah oui, tiens, c'est une question qui est intéressante. Où peut-on trouver, c'est une question de Colombe, où peut-on trouver les véritables compositions des vaccins? Eh ben, dans le dossier d'autorisation temporaire de mise sur le marché, sur le dossier de l'Europe. Donc, après, donc, en fait, dans les vaccins ARN, vous avez de l'ARN messager, vous avez de l'ARN tronqué. L'ARN tronqué, c'est de l'ARN messager cassé. Et on n'est pas capable de vous assurer la quantité, la proportion de l'un ou de l'autre, parce que c'est de l'ARN messager qui s'est cassé au cours du processus de fabrication. Et comme ils savent ce qui sort de l'usine, mais ils ne savent pas ce qui arrive chez vous. Et donc ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça ne va pas vous vacciner, c'est sûr. Et après, il y a des traces d'ADN. Et quand l'Europe a posé la question, ADN traces, mais dans quelle proportion? On leur a répondu, secret industriel. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de purifier à fond. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que ça va poser problème, hein, parce que si c'est stade infime, mais en attendant, ça, c'est sur le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Voilà, ça, c'est plus polyéthylène-glycol et nanoparticules. Donc ça, c'est pour les vaccins ARN. Et pour les vaccins AstraZeneca, donc c'est, en fait, normalement, c'est sur le papier, la notice. Mais sinon, normalement, si vous arrivez à trouver le chemin, mais c'est facile, ça se trouve sur des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, qui sont des dossiers publics, c'est écrit dedans. D'accord. Et ils indiquent aussi les excipients ou c'est sous secret industriel, ça aussi? C'est obligé d'indiquer les excipients parce que si jamais il y a un effet secondaire, on est obligé de savoir à quoi vous réagissez. D'accord. Oui. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je pense que la conclusion, elle est relativement claire par rapport à la question qui était posée, à savoir injection contre le Covid chez les enfants, confiance ou méfiance? Prudence. Prudence. Hein. Méfiance, moi je dirais prudence parce que je discutais avec un ami qui me dit mais enfin Marie, tu vas pas me dire que les gens des laboratoires vont mettre sur le marché des produits toxiques et qui sont. Je dis non. Ça s'est jamais vu ça. mais non, mais en fait, je pense pas qu'il y a des gens tordus qui ont fabriqué des trucs, des poisons pour aller empoisonner la population. C'est juste qu'en fait, il y a une espèce de système qui s'emballe où il faut absolument trouver une solution, il faut absolument sortir des vaccins, où il y a cette espèce de credo qu'en dehors de vaccins, pas de salut.
Après, il faut quand même savoir qu'on ne peut avoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ou temporaire que s'il n'y a pas de traitement reconnu et si la maladie est tellement grave on peut prendre le risque de donner des vaccins ou des médicaments quand c'est un médicament insuffisamment éprouvé et testé, où on n'a pas de recul. Donc on se pose la question, est-ce que c'est une maladie suffisamment mortelle comparée aux effets secondaires? Est-ce qu'il n'y a pas de traitement? En tout cas, aucun traitement n'a le droit d'émerger parce que sinon, ils font tomber automatiquement l'autorisation conditionnelle. Voilà. Après, c'est vraiment une histoire de balance bénéfice-risque, je crois. Enfin, moi, ma conviction, c'est que la médecine, c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Et que c'est vraiment pour tel patient quel est son intérêt. Là, on est en train de raisonner en population et tant pis si ça casse. C'est-à-dire qu'en fait, nos décideurs ont dû penser, mais peut-être à juste raison, que c'était tellement grave que si certaines personnes étaient décédées d'un vaccin insuffisamment évalué ou avaient des effets secondaires délétères, vu le nombre de morts que ça allait éviter, peut-être que ça valait le jeu. Ça, je vous laisse juger. Peut-être. En tout cas, pour les enfants, prudence. Ok. Et on rappelle juste pour finir qu'il n'y a pas d'obligation de vaccin pour partir en vacances, même ailleurs en Europe. Il me semble, les tests passent, même salivaires et tout. Enfin... Non. Alors après, il y a certains tour opérateurs. Moi, je sais j'ai vu passer des papiers comme quoi il y a un croisiériste qui exige les personnes ne montrant à bord que si elles sont vaccinées, mais ça, je pense que c'est pas légal. Ok. Bon. En tout cas, bon, été très intéressant, été 2021, on va voir comment ça se passe. Ok. Oui, et vous voyez, il y a quand même quelque chose qui m'a choquée, c'est qu'il y a eu une émission sur France Inter avec un gamin de 11 ans qui disait « Mais moi, je veux le vaccin et tout ». Quelle est la liberté de penser d'un enfant qui veut faire plaisir à son parent pour partir en vacances? Quelle est la liberté de penser d'un gamin qui voit la télé et qui gobe tout ce qu'on lui raconte et où on lui fait croire qu'il va retrouver une vie normale en étant vacciné? Bon, je pose la question. Ouais. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, Marie Fabre-Grenet, pour avoir répondu à toutes ces questions, puis avoir présenté cette position par rapport à la vaccination anti-Covid chez les enfants. C'était vraiment passionnant. Moi, j'aurai le plaisir pour la prochaine émission dans 2 semaines de recevoir Denis Rancourt, professeur canadien, ancien professeur d'université à l'Université d'Ottawa, pour parler de la question des revues à comité de lecture et comment elles ont permis qu'il y ait tout ce merdier scientifique actuel. Voilà, c'est un énorme sujet passionnant, voilà, qui va nous changer un petit peu du Covid, mais on va quand même revenir au Covid parce que c'est comme le gros sujet, bien sûr, mais voilà, j'en dis pas plus, mais ça sera passionnant. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous d'avoir été très nombreux à nous suivre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions Science en conscience, et puis bien sûr sur Réinfo Covid, et notamment aussi sur le collectif pour une santé pédiatrique, dont Marie Fabre-Grenet est la porte-parole. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.